Aujourd'hui, je t'invite dans un univers un peu différent de celui des épisodes précédents. Tu vas m'entendre avoir une discussion avec une super femme où on met beaucoup de profondeur dans notre échange. Et quand je dis super femme, super discussion, beaucoup de profondeur, tu verras qu'en fait, c'est un échange entre deux êtres humains, sans attente particulière. Par contre, avec la simple volonté de vouloir creuser et voir ce qu'il est possible. Cette discussion, elle va t'intéresser parce qu'en fait, elle va te montrer et te faire vivre une vraie expérience de coaching. Il n'y a rien de joué, il n'y a rien de factice. Je ne savais pas ce que la personne voulait juste avant. Je ne savais pas ce que cette femme avait en tête avant de démarrer notre conversation. Et tu vas voir, en suivant le fil de la discussion, à quel point c'est intéressant. Parce qu'au début, elle arrive avec deux objectifs, deux choses qu'elle aimerait voir advenir, sur lesquelles elle aimerait réfléchir, qu'elle aimerait creuser lors de notre discussion. Et tu te rendras compte que très rapidement, il va y avoir un gros shift. Car il y a un lien direct entre ces deux objectifs qui apparemment, à première vue, sont éloignés, mais qui finalement ne le sont pas autant. J'espère que ça te plaira. Merci. Sois attentif. Écoute ça comme si c'était toi et tu retireras un maximum de valeur de notre discussion. En quoi est-ce que notre discussion aujourd'hui pourrait être utile? En quoi ce serait un game changer, un truc qui soit vraiment puissant pour toi? Ben, j'ai 2 brouillards mentaux et du coup, j'aimerais bien, en avoir moins à la fin de la discussion. Ok. Euh, sans, peut-être qu'on aura le temps pour les deux, mais c'est quoi le premier? Ouais, ouais, ouais. Le 1er, en gros, là, il y en a un qui est récent et fort, c'est au sujet d'une reconversion professionnelle, Ok. voilà, et l'autre, il est beaucoup plus doux parce que j'ai déjà travaillé dessus, mais il est depuis plus longtemps, c'est sur, un compromis dans mon couple au niveau de où est-ce qu'on va habiter avec ma femme. Ok, ça marche. Alors, tu me dis qu'il y en a un plus doux mais qui est là depuis plus longtemps, un qui est plus nouveau et qui est plus fort. Mmh mh. Ça se passe souvent comme ça. La récence prend souvent le dessus. Ouais. Mais là, pour toi, avec lequel tu veux jouer aujourd'hui? Je pense qu'en fait, au fond, celui qui est plus depuis là depuis plus longtemps, il est plus chiant vu qu'il est là depuis longtemps, même s'il est plus, apaisé, plutôt Ok, du coup au sujet du compromis dans mon couple. ok, ça marche. Juste pour être bien sûr, tu as dit je pense, donc c'est la partie intellectuelle en toi qui Ouais, rationalise le truc. Émotionnellement, en termes d'importance, c'est lequel? Sans réfléchir, le premier truc qui te passe par la tête. ouais, ça, c'est le même. Ok, ok, cool. Mmh mh. Hmm, ma première question, elle est curieuse. C'est qu'est-ce qui fait que ça traîne? Oui. Ce qui fait que ça traîne, c'est que, ça dépend pas que de moi Mmh. et que du coup, je suis partagée entre, mon envie d'aller vers quelque chose qui m'anime et mon envie de pas brusquer ma femme et donc au fond, Mmh. de pas la brusquer et donc de pas la perdre et cetera. Mais OK, voilà. C'est genre l'envie versus la peur de blesser, la peur de perdre, tout ça. OK. Hem, la peur de brusquer, de perdre, c'est quelque chose qui se répercute sur d'autres endroits dans ta vie, qui t'empêchent de prendre d'autres décisions ou c'est vraiment particulier à cette situation? Non, c'est vraiment particulier là. OK, ça marche. C'est normal, hein, souvent quand on est dans un couple, on n'a pas envie de blesser la personne et je dis souvent parce qu'effectivement, il y a des personnes, des fois, qui fonctionnent différemment. Je ne veux pas dire que Mmh. c'est normal, pas normal, mais on n'a pas envie de brusquer, on n'a pas envie de perdre, on a envie de co-construire. Mmh Dans mh. une co-construction, effectivement, on est 2. Hem, c'est un projet que tu as initié, un projet sur lequel tu me dis que ça fait longtemps, hein, donc je pense Mmh. que vous en avez déjà parlé. C'est quelque chose sur lequel ta femme est raccord? C'est parce que vous n'avez pas trouvé le bon endroit? Ou c'est parce que vous voulez quitter l'endroit dans lequel vous êtes actuellement? Et d'ailleurs par endroit, tu parles de ville ou tu parles de lieu Ouais. d'habitation?
Bah, c'est une ville. Moi, c'est OK de te dire le nom de la ville, mais je sais pas si ça. Enfin, c'est une grosse ville, Ah non, quoi. y a aucun souci, Ouais. vas-y. OK. En gros, c'est un mix de tout ce que tu as dit exactement, dans le sens où ça fait enfin, ma femme et moi, on est raccord sur le fait donc là, on est dans une grande ville, on a envie d'aller dans de la campagne, un truc plus vert, plus calme, les 2, ça, c'est OK. Ok. Sur la temporalité, je pense que moi, je suis plus pressée et j'ai plus de flexibilité parce que mon travail, je suis à mon compte et je peux le faire d'où je veux. Mhm. Et en fait, l'enjeu, c'est que ma femme, elle a un travail qu'elle adore dans cette ville et qu'elle peut pas le faire dans des plus petites villes parce qu'il y a pas les structures pour, et encore moins à la campagne. Donc, en gros, ça nécessite qu'elle, elle fasse un pivot professionnel pour qu'on puisse déménager vraiment à la campagne. Et pour l'instant, elle est pas prête à ça. Ok, ça marche. Vous habitez où actuellement? On est à Toulouse, dans un appart. On est au centre-ville de Toulouse et on est locataire. Et donc, il y a un projet immobilier on aimerait acheter quelque chose plus à la campagne, mais après, on est OK de louer quelque chose en attendant pour voir si on se plaît ailleurs et ensuite seulement acheter. Voilà. Ok, ok. Euh, pour mon information, ça fait combien de temps que vous êtes sur ce projet? Hmm, ça fait 2 ans à peu près, 2 ans et demi que. Ça fait 2 ans que 2 ans et demi que je lui ai dit, moi j'ai envie d'aller à la campagne. Et ça fait 2 ans vraiment. Ouais, en fait, ça fait 2 ans qu'on est raccord sur l'idée, mais ni sur la temporalité, ni sur l'endroit, en gros. Hmm, ok. Euh, je réfléchis en même temps. Qu'est-ce qui te donne envie de bouger en ce moment? C'est quoi le Parce besoin qu'il y a que, derrière? ouais, le besoin, c'est du calme. Et ce qui fait que je peux temporiser plus qu'à une époque, c'est que j'ai capté que l'endroit où on est, il est relativement calme. Tu vois, genre la nuit, je peux ouvrir la fenêtre et c'est calme. Donc en fait, je suis dans la ville, mais c'est calme. Et c'est plus quand je sors de chez moi qu'en vrai, ça me saoule. Moi, je fais de la course à pied, j'aimerais pouvoir courir bah, dans les bois, dans la forêt, parce que j'adore la nature et que c'est ma Hmm, vision de ce que je veux et ça me fait du bien quand j'y suis. Et là, ben, si je veux aller dans la nature, il faut soit que je prenne mon vélo pendant des heures, soit que enfin vraiment dans le calme de la nature que j'aime. Et aussi le truc que je t'ai pas dit, c'est que moi j'adore la montagne, donc j'aimerais qu'on déménage vers la montagne. Et elle aime bien la montagne, mais c'est vrai que sa passion, c'est le surf. Donc en soi, elle aimerait bien l'océan. Donc il y a aussi cet enjeu-là, sachant que je peux aller dans l'extrême sud-ouest, aller vers les Pyrénées et l'océan. Mais du coup, moi, hmm, ça nous éloigne toutes les deux de nos proches, notre famille, nos amis. Et du coup, moi, c'est vrai que je visais plus les Alpes. Donc voilà, il y a cet hmm. enjeu-là aussi. Ok, ok, ça marche. Euh, je te repose la question. Qu'est-ce qui ferait de cette discussion une discussion vraiment géniale pour toi? Ce serait réussir à arbitrer entre est-ce que je- est-ce que c'est plus juste que je sois motrice d'un projet et qu'elle y adhère, que ce soit près de l'océan, loin de l'océan, pour son taf ou pas? Genre, est-ce que je me fais passer en premier versus est-ce que je la laisse, elle, faire son chemin, avoir le déclic quand elle l'a et la suivre dans ce projet? Si, parce qu'en soi, elle aussi, elle veut aller au vert, donc je sais que ça va arriver un jour. Juste, on n'a pas la même inertie sur des projets, quoi. Hmm, Et là, factuellement, actuellement, je temporise et je la laisse émerger. Et je me demande, en fait, si c'est un service que je me rends et que je nous rends en faisant ça, en fait. Je suis pas sûre de ça. ok. Et penser ça, c'est quelque chose qui te rend heureuse ou malheureuse? C'est quelque chose qui te tire vers le haut ou vers le bas émotionnellement? De penser de temporiser? Non. De penser de quoi? Ouais. De penser que Ouais. tu temporises et que c'est toi qui prends ça sur toi. Bah, il y a 6 mois, je t'aurais dit, ça me tire clairement vers le bas. Entre-temps, tu vois, j'ai dépolarisé le truc. Je me suis dit, bon, c'est quoi les bénéfices, machin. Donc, ça va. Mais en vrai, non. Moi, j'ai envie qu'on bouge, quoi. Mhm. Ok. Aujourd'hui, juste pour synthétiser, ça fait, j'ai juste besoin d'une petite information en plus. Ça fait 2 ans que vous êtes sur ce projet, ça fait combien de temps que tu es avec ta femme? Ça fait 3 ans et demi. Ok, ça fait 3 ans et demi, ça fait 2 ans que vous avez ce Mm. projet, vous avez initié ce projet de Mhm. bouger. Toi, tu as changé, alors de mémoire, tu étais kiné,
Tu as Ouais. été tatoueuse après. Et là, aujourd'hui, tu te réorientes vers une carrière sur le coaching. Mmh. OK. Mmh. Tu as cette possibilité, cette flexibilité d'être freelance, d'être indépendante. Toi, de ton côté, enfin de l'autre côté, ton autre moitié a, un taf qu'elle adore, sur Toulouse. Mmh. Votre vie actuellement, elle vous convient, hormis cette envie de bouger? Vous l'aimez? Ouais, clairement. OK. Tu disais quitter, les amis, quitter la famille, tout ça. Vos ancrages sont plutôt du côté de Toulouse aujourd'hui? Non, ils sont dans l'est et le nord-est. Est, nord-est, OK, Mmh. ça marche. Mmh. De Toulouse, vous êtes déjà loin de l'est et du nord-est. Ouais, en fait, quand on s'est connus, elle était à Bruxelles. On a déménagé à OK, Toulouse parce qu'on voulait se rapprocher, bah, justement de la nature, tout ça OK. et enfin de l'océan, de la montagne et c'est cool et en vrai, on regrette pas du tout ce choix. Voilà, mais pour autant, moi je suis pas heureuse parce que enfin je suis pas heureuse. Je suis frustrée parce que je suis loin de la montagne et de la nature. Enfin, je trouve que c'est loin de tout ça. En tout cas, j'y ai pas accès comme j'aimerais, voilà Mmh. et elle, elle est heureuse de son taf, mais pareil, elle aime bien surfer tout le temps, quoi. Si elle pouvait, habiter au bord de l'océan et avoir un taf qui lui plaît, ce serait l'idéal pour elle, quoi. Mmh. OK. Pour toi, aujourd'hui, c'est quoi le plus important? Rester avec ma femme. Mmh. OK. Il y a un truc que je remarque, tu vois, quand ça me parle beaucoup ton sujet parce que je suis dans un sujet similaire, où moi, j'ai envie de partir de là où je suis. Ma femme est bien là où on est et ça m'a littéralement pourri la vie les 3 dernières années. Mmh Parce mh. que je me faisais de plus en plus un scénario renforcé de dire: «Je ne suis pas bien ici, je ne suis pas bien ici, c'est pas ici que je vais construire ma vie, c'est pas ici que je vais arriver à développer la qualité de vie que je veux». Même si techniquement, tu vois, je suis proche des montagnes. Moi, je suis grenoblois à la base, donc je suis entouré de montagnes. Là, je suis dans la Drôme. J'ai le Vercors qui est à 20 minutes à pied, enfin 20 minutes en voiture de chez moi. Donc je vois les montagnes, c'est pas loin. Mais c'est pas suffisant, c'est pas mes montagnes. Ça monte à maximum 2000, 2002. Moi, j'aime quand c'est plus haut, j'aime monter sur des 3000, j'aime être entouré de pics, c'est quelque chose que j'adore. Le truc que j'ai remarqué, c'est que les sentiments qu'on éprouve le plus, ils sont liés aux pensées qu'on a le plus. Plus j'y pense et plus je me fais une histoire de: «Je ne suis pas heureux ici, je vais pas arriver à faire X, Y, Z» et moi tu as compris le narratif qu'il y a derrière. Plus ce sont des émotions que je ressens, plus la frustration elle augmente. Et ce que j'ai remarqué, c'est que plus je fais attention, pas de manière hyper concentrée à ce que je pense, mais plus je me rends compte que à chaque fois que j'ai des pensées comme ça, plus ma frustration elle augmente, plus je me sens mal, plus ça va avoir des répercussions sur ce qui est important pour moi, c'est-à-dire mon couple, ma famille, mes enfants. Plus je prends ça avec des pincettes. Mmh mh. Tu as quel âge, Nadège? J'ai 32. OK, tu as 32 ans. Tu vois, moi j'ai 35 ans, on a plus ou moins le même âge. J'ai plutôt que de parler de moi, je vais te poser une question. Est-ce que tu es quelqu'un de compulsif? De frénétique? Ouais, plutôt. Mmh. OK, quand tu veux quelque chose, tu le veux rapidement. Je dis pas tout de Mmh. suite parce que bon, c'est un peu dans l'air du temps, mais quand tu as une Ouais. idée en tête, tu veux actionner rapidement les choses. Mmh mh. Oui Mmh. et ma femme, c'est l'opposé, c'est plus, la sécurité et l'inertie, du coup. C'est souvent ça. Bah, Heu, voilà. moi, je me rends compte maintenant avec le temps que ma femme aussi est très frénétique et compulsive, mais sur des choses totalement différentes. Mmh mh. Heu, par contre, effectivement, quand on a ce tempérament de vouloir agir vite sur les choses, c'est une force, clairement. Ça permet d'avancer, ça permet d'aller vite, ça permet de créer des choses que, on va dire, la majorité des personnes n'arrivent pas à créer parce qu'elles prennent le temps, parce qu'elles réfléchissent, parce qu'elles procrastinent. Par contre, chaque force, c'est le pile d'une pièce et il y a toujours le côté face. Le côté face, c'est que ce que je vois souvent chez les personnes frénétiques, compulsives, comme toi, comme moi, comme certains clients ou clientes avec lesquels j'ai travaillé, c'est qu'il y a une dose de frustration, souvent énorme, qui est juste liée par ce: «Je veux ça maintenant». Et Mmh. plus on va être obsédé par ça, plus la frustration elle gonfle,
Et cette frustration, elle est liée qu'à une seule chose, une pensée récurrente. J'ai pas ça maintenant. Est-ce que ça te parle, ce que je te dis? Ça me Est-ce parle que ça parce fait que, comme je te disais, il y a c'est beaucoup plus apaisé qu'avant ce brouillard-là, parce que j'ai bossé dessus et que tu vois, j'ai trouvé tous les bénéfices de ma situation et tout. Mais en fait, tu vois, là, je t'en parle parce que hier, je me demandais, bon, de quoi je vais parler à Quentin? Et là, je me suis dit, tu vois, j'ai bossé sur ce sujet, donc c'est pour ça que je te dis, j'aime ma vie, c'est parce que j'ai bossé dessus et que je suis OK, tu vois, d'être là et je vois quel calme je peux avoir où j'habite. Et en même temps, j'ai pas envie qu'avoir dépolarisé tout ça, ça me fasse me dire, c'est OK, parce qu'en vrai, OK, c'est OK pour du court moyen terme, mais tu vois, j'ai pas envie de faire ma vie ici. Enfin, le jour où, enfin, tu sais, si je m'imagine dans 10 ans ou la veille de ma mort, non, je veux pas vivre au centre-ville de Toulouse et c'est pas ce que je veux comme vie, quoi. Et j'ai pas envie que mes exercices de dépolarisation me fassent accepter une situation qui juste est OK pour l'instant, mais c'est pas ce que je veux. Mmh. Il y a une grosse différence entre accepter quelque chose à l'instant T Mmh. et la résignation. Ouais, ouais, c'est ça. La résignation, c'est: «Bon, OK, je veux ça, mais je vais trouver toutes les raisons du monde, au final, pour me dire que soit je le mérite pas, soit c'est pas pour moi, soit machin, soit truc et c'est pas grave, je ferai une croix dessus». Ça veut dire, d'un côté, la résignation, c'est ad vitam aeternam, j'abandonne et accepter la réalité, c'est simplement accepter qu'aujourd'hui, là, on est le c putain, je suis nul en date, le 5 ou le 6 Même juin? On si est le 6 juin, je ouais, crois. 6 juin, c'est ça. On est le jeudi 6 juin. Là, aujourd'hui, je suis à Toulouse avec ma femme et ça va. Ouais, mais je peux te le dire Et et je le de ressens, tu vois? Ouais et je je le Mmh. ressens quand tu le dis. Mmh. Je ressens que c'est un truc lancinant, que c'est un truc qui te tient à cœur et c'est cool. La réalité est qu'à l'instant T, tu es là. Ça n'empêche pas de pas avoir de projet. C'est la grosse différence justement entre Mmh. l'acceptation et la résignation. L'acceptation, c'est l'acceptation de la réalité à l'instant T. La résignation, c'est renier ses rêves. Mmh. Donc ce qui est cool, c'est de garder un rêve parce que le rêve, il donne le cap, il donne l'énergie, il donne ce petit frisson justement sans lequel la vie, elle aurait aucun intérêt si on n'avait pas d'ambition personnelle, professionnelle. Et c'est quelque chose justement sur lequel c'est intéressant de garder, comme j'aime bien dire, tu vois, si tu as une plaque de gaz ou des feux de cuisson, sur le feu sur lequel tu mets les trucs à mijoter. Tu laisses ça à mijoter parce que pour l'instant, le plat, il est pas prêt. Mmh De mh. temps en temps, tu vas lever le couvercle, tu vas aller regarder, tu diras: est-ce que maintenant c'est bon? Non? OK, je remets quelques ingrédients, je remets un peu d'eau, je remets un peu des épices, un peu de sel, un peu de poivre, je referme. Parce que quand on veut absolument par la force et par l'intellect, je t'ai entendu dire plusieurs fois: «Je pense» et c'est normal parce que c'est l'outil qu'on Mmh. utilise le plus, notre pensée. Je pense que si, je pense que ça et qu'on utilise cet outil intellectuel justement pour résoudre des problèmes de force, ça fonctionne rarement. Mais il faut être totalement OK avec ça, parce qu'en fait, c'est la manière dont nous, on a été éduqués quand on était gamin. On nous donnait des problèmes, il fallait trouver des solutions dans un cadre défini. Le truc, c'est que l'intellect, c'est un super outil. Ça peut être le plus beau tournevis, le plus équilibré, avec l'alliage le plus parfait, avec le grip, le plus ergonomique possible. Un tournevis, ça te servira toujours à visser, dévisser des trucs. Ce sera jamais super utile pour enfoncer des clous. Ouais. Et la plupart du temps, justement, on prend les problèmes comme des clous et on n'utilise pas le bon outil pour les résoudre. Mmh mh. Là, je te parle de mon expérience. Je me rends compte que plus moi j'essaye de résoudre des problèmes par la force, et quand je dis la force, c'est par l'intellect, j'essaye de forcer les choses, et je me rends compte que c'est 95 du temps pareil pour mes clients. Plus on essaie de résoudre un problème par la force, moins on y arrive, plus ça nous frustre, plus le problème prend de la place. Et que souvent, il y a un truc qui est assez fun, c'est que je lâche justement cette idée de dire: «Il faut absolument que je résolve ce problème», plus vite il se résout. Mmh. Parce que je pense qu'un problème, tu vois, il y a
J'avais fait une retraite dans un temple bouddhiste l'année dernière et il y a un des enseignants qui m'a montré un truc qui m'a marqué. Enfin, pas qu'à moi, mais à tout le groupe qu'on était. Où, alors les personnes ne le verront pas parce que sur le podcast, ce sera audio. Mais là, en fait, tu vois, il y a ma main qui est fermée, comme un poing qui est prêt à mettre un coup de poing. Il dit ça, c'est la concentration. Et quand on ouvre la main et qu'on la retourne de manière calme, ça, c'est l'attention. Il dit souvent, en fait, on a tendance à agir dans la vie de cette manière, avec le poing fermé et en se disant plus je vais serrer, plus je vais y mettre de la concentration sur une situation, sur un challenge, sur un problème que je rencontre dans la vie, plus je vais y arriver. Le problème, c'est que si tu restes le poing fermé comme ça, ne serait-ce que 30 secondes, tu commences à avoir des fourmis dans les mains. Tu commences à avoir mal au bout d'une minute. Et au bout d'une minute 30, c'est insoutenable, ça remonte dans l'avant-bras, ça remonte dans l'épaule, tu commences à avoir beaucoup trop de tension. Imagine que toi, tu es tatoueuse en plus, donc ça va faire vraiment écho. Avant que tu tatoues quelqu'un, est-ce que pour toi, c'est pertinent de te contracter intégralement en te disant: «Il faut que je fasse le meilleur tatouage de ma vie, il faut que je sois la plus précise possible, il faut que je fasse rêver mon client, ma cliente et que je sorte une œuvre d'art». Non. C'est plus efficace quand tu arrives détendue, relâchée, attentive à ce que tu vas faire, mais pas obsessionnellement concentrée, tu vois? Mmh. C'est dans cette fluidité justement du geste que tu vas arriver à faire de belles courbes, de beaux traits, de belles choses, où tu vas y mettre de l'attention, de l'émotion. Mmh. Parce qu'on est dans la détente, on est dans la fluidité mentale. C'est souvent la même chose avec les situations, les challenges, les problèmes qu'on rencontre. Quand on laisse de l'espace, quand on leur laisse un espace dans lequel mijoter, dans lequel s'épanouir, soit ils vont se résoudre tout seuls, soit justement, on va être moins agrippé à la situation à l'instant T, et plus les choses vont arriver naturellement, plus la situation se résolvera d'elle-même. Parce qu'il y a de Mmh. nouvelles pensées qui arriveront, de nouvelles idées qui te permettront d'avancer sur le sujet, et tu verras peut-être le problème différemment. Et peut-être que ce sera justement plus du tout une problématique. Un truc plus sur le long terme, plus moyen terme, peut-être qu'il y a une opportunité géniale qui arrivera de nulle part, on ne sait pas. C'est Ouais. un peu la cour des miracles, Mmh. mais c'est la réalité. Moins on s'agrippe à un problème, je te partage mon expérience, ma vision des choses et la manière dont je le vois dans ma vie, dans mon quotidien, dans celle de mes clients, c'est que parfois il y a des trucs hallucinants qui se passent quand on arrive à lâcher quelque chose en disant: «C'est bon, on verra. Ça me tient à cœur, mais je vais arrêter de forcer». Comment ça atterrit ce que je te partage là? Je pense que ça corrobore ce que j'ai ressenti du moment où j'ai arrêté de lui en parler, en fait. Et tu Mmh mh. vois, c'est cool parce que je pense que ça moi, j'ai eu l'impression au moment où j'ai arrêté de lui en parler que je me résignais, alors que, ben, non. Comme tu dis, en fait, tu peux accepter la chose sans perdre la vision. Enfin, tu vois, au moment où j'arrête de lui en parler, je me dis pas: «Bon, c'est bon, on va rester à Toulouse». Je me dis juste: «Je laisse les choses faire». Et du coup, là, ça me permet de pas me dire: «Il faut absolument que je fasse une décision et que je sois dans l'action» et que je peux juste être, dans une sorte de ouais, de lâcher prise, je pense. OK. Maintenant, en quoi est-ce que la discussion qu'on a jusqu'à maintenant, la problématique que tu as abordée et ce que tu viens de me partager, c'est en lien direct avec le second point dont tu m'as parlé au début? Pourquoi c'est en lien direct? C'est en lien direct parce que moi, ma problématique au niveau pro, hem, c'est la même chose, c'est prendre une décision entre 2 choses ou alors juste laisser faire les choses. En gros, je te le fais en résumé, mais du coup, passer de tatoueuse à coach, pour l'instant, je vis pas du coaching et j'ai l'impression que ça prend plus de temps que dans mes autres reconversions. Et Mmh mh. moi, je l'intellectualise en me disant: «D'habitude, mes jobs que je quitte, je les déteste et donc je les arrête et j'ai la dalle et donc comme il faut que je génère de l'argent, j'y arrive de fait». Et là, comme le tatouage, c'est pas un job que je déteste, juste je préfère coacher et il y a moins de enfin,
y a des bénéfices dans le coaching que je retrouve pas dans le tatouage, bah, c'est plus dur pour moi de faire la transition parce que moi, j'ai pas arrêté le tatouage, c'est ça qui me fait vivre et j'ai ce confort d'avoir de l'argent qui rentre avec un job plutôt cool et du coup, j'ai l'impression qu'en faisant pas le choix de brûler le bateau et d'arrêter vraiment le tatouage, je me donne pas aussi toutes les possibilités pour vraiment percer dans le coaching, plus rapidement, quoi. Mmh. Il y a un truc intéressant que tu viens de dire, sur lequel j'ai envie de rebondir. Brûler le bateau. C'est une stratégie que j'ai adorée pendant des années, jusqu'à ce qu'elle me soit plus utile. Mmh. Et là, moi, ça me paraît vraiment intéressant parce que par rapport à ce que tu as dit, et tu me dis si je me trompe, tu as quitté des jobs que tu détestais du jour au lendemain, a priori en brûlant les bateaux, et cette énergie que tu avais, cette motivation à reconstruire quelque chose de nouveau. En gros, je suis arrivé sur une île, j'ai cramé le bateau, et là maintenant, je vais construire ma nouvelle cité, ma nouvelle vie. C'est quelque chose qui te paraissait naturel avant, Mmh. et que là, dans ta situation actuelle, ça te paraît en tout cas pas être la meilleure solution. En tout cas, Et ça moi, je ce que sais je pas quoi vois, faire. c'est un paradigme, c'est un changement de paradigme. Ouais. C'est de se dire qu'avant, c'était destruction, construction, et là, tu as envie de construire quelque chose, et naturellement, c'est pas la destruction qui te vient en premier lieu. Mmh. Je serais intéressé de savoir pourquoi, ce qu'il y a derrière. Mmh. Je pense que c'est l'envie de, que ce soit moins il y a le mot traumatique qui me vient, même si j'ai pas l'impression d'avoir été vraiment dans le trauma, tu vois? Mais moins violent peut-être? Moins de violence Mmh. dans la transition. Parce que, bah, OK. factuellement, les moments où je brûle, genre quand je passe de quoi? Genre de consultante en marketing à tatoueuse, il y a ce moment où je gagne vraiment plus d'argent parce que j'ai plus de job en consultante et j'ai pas encore de clientèle, en tatou et donc, bah, je gagne vraiment pas beaucoup d'argent et c'est quand même la scarcity et je suis en galère et je rame, quoi. Mmh. Et là, je pense que j'ai OK. pas envie de revivre ça. OK. Et cette transition, là, là, jusque-là, on est en mode zoom. Là, je te propose de dézoomer Mmh. vraiment. Et vraiment de faire le lien entre ta première problématique, celle qu'on a abordée pendant une vingtaine de minutes, et celle-là. Mmh mh. Les choix que tu veux faire là maintenant, est-ce qu'ils servent ou est-ce qu'ils desservent ta vision à long terme de bouger, de déménager? En fait, j'ai l'impression que quel que soit le choix, ça le fait, tu vois? J'ai l'impression que je brûle le bateau ou pas, j'y arrive et j'ai l'impression que j'incite ma femme à bouger ou pas, je vais y arriver aussi. Mmh, OK. J'ai l'impression que tous les chemins convergent vers ma vision, et c'est aussi pour ça que j'ai un peu de flou sur comment y arriver parce que j'ai l'impression que tous les chemins y amènent, quoi. Mmh. OK. Qu'est-ce que tu gagnes à rester dans le monde du tatouage aujourd'hui? De l'argent facile Mmh. En faisant quelque chose que tu et aimes quand même faire? ouais, de ouf et puis, mine de rien, du contact humain parce qu'en coaching, je fais essentiellement, de la visio Mmh. alors que, bah, en tatouage, le tatouage visio, c'est pas ouf. Mmh. Qu'est-ce que tu y perds? J'y perds, la dalle de que le coaching marche pour vivre, parce que du coup, j'ai de l'argent qui rentre donc Mmh. pourquoi me mettre en difficulté ou pour trouver des clients en difficulté? En tout cas, j'ai de la difficulté à prospecter pour trouver des clients en coaching et du coup, pourquoi me faire chier à faire ça vu que de toute façon, j'ai de l'argent qui rentre, quoi? Mmh. OK. Et si c'était pas l'un ou l'autre? Donc bah, c'est le choix que j'ai fait pour l'instant, hein, c'est je continue de Mmh. prospecter doucement et je gagne de l'argent avec le tatouage. C'est mon choix actuel, mais ça reste, brouillard encore un peu, quoi. OK. Dans la question que je te pose, et si c'était pas l'un ou l'autre, il y a une couche de profondeur en plus. C'est et si tu pouvais, de manière très simple, gagner 2 000 balles par mois dans le tatouage et 2 000 balles par mois dans le coaching, Mmh. en prenant ton Ouais, temps. carrément. Mmh mh. Et qu'un jour, quand tu commences à gagner 2 500, 3 000 € par mois dans le coaching, te dire: «Voilà, je peux peut-être arrêter le tatouage, si j'en ai envie». Mmh mh. On parle beaucoup justement de cette idée d'être coach aujourd'hui, hem, comme un métier principal, mais il faut bien prendre conscience que 80-90 des coachs ne gagnent pas leur vie que du coaching. Mmh mh. 80 à 90 des coachs gagnent leur vie
de consulting, de conférences, d'une partie en coaching, de formation ou d'autres choses. Il y a plein de coachs avec lesquels je me suis formé, qui sont d'excellents coachs, qui sont salariés dans des boîtes, qui ont des postes de leader, de manager, de top manager et qui font du coaching à côté parce qu'ils adorent ça. Mais ils adorent aussi leur métier. Et un jour, ils se disent que peut-être ils transitionneront. Mais il y a très, 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 très peu de coachs en France qui vivent que du coaching. Ok. Et ce qui est assez fun, c'est que moi, je me forme beaucoup aux États-Unis. Enfin, je me forme que aux États-Unis et en Angleterre. J'ai jamais suivi de formation en France. Et même dans ces pays où le coaching est très démocratisé, la grande majorité des personnes que je rencontre, ils font du coaching à côté d'un autre emploi. Parce que à côté, il faut bien prendre conscience que aujourd'hui, je pense que le coaching, c'est le métier où la barrière d'entrée est la plus basse en termes de métier. N'importe qui peut aujourd'hui se revendiquer coach. Ce sera peut-être pas la vérité demain, mais aujourd'hui, n'importe qui peut se revendiquer coach et faire du coaching. Que tu sois très nul ou très bon, c'est même pas question de ça. Par contre, je pense que c'est un des métiers aussi où la barrière d'entrée pour réussir est la plus haute. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui vendent, des personnes qui sont même pas coachs, qui vont vendre justement le fait de vivre du coaching rapidement, souvent des marketeurs. Et la réalité d'aujourd'hui, moi j'en prends aussi conscience, hein, ça fait 5 ans que je suis là-dedans, ça fait 1 an et demi que je prends conscience de la réalité. J'ai essayé tous les trucs marketing, j'ai essayé de forcer les choses pendant des années. Je me suis dit qu'avec le CV que j'avais, la carrière que j'avais, et le fait que je fais ça en bac depuis des années, ça allait exploser. Les choses sont bien plus longues que prévu. Ça me faisait flipper au début, ça crée beaucoup de frustration, et aujourd'hui, je suis trop content de me dire ça prendra du temps parce que c'est quelque chose que je veux faire sur le long terme. Donc la question que je te pose, c'est aujourd'hui le coaching, est-ce que c'est un truc, et je vais le dire très clairement, une nouvelle lubie que tu as parce que ça t'apporte beaucoup d'émotions, beaucoup de satisfaction personnelle, et tu sais pas si ce sera quelque chose qui va durer, ou est-ce que c'est une carrière professionnelle dans laquelle tu as envie de passer les 20 prochaines années? Moi, c'est clairement une carrière. Et je pense que quand j'étais kiné, j'avais pas les outils du coaching, mais en vrai, c'est déjà ce que je faisais de manière plus en mode consulting, tu vois, mais l'accompagnement humain, en tout cas, j'ai toujours fait ça. Mhm. Et c'est ce qui me passionne, quoi. T'aimes aider les gens. Est-ce que c'est le mot aider? Je sais pas. En tout cas, ouais, j'aime les accompagner, clairement. Ok? Mm. Cool. Si c'est un jeu sur lequel tu te lances sur le long terme, c'est quoi les plus petites actions que tu peux mener sur le court terme qui vont te lancer dans cette direction sans forcément tout cramer? J'ai du mal à voir ce que je peux faire en plus de ce que je fais déjà, en fait. Alors, je vais reformuler. Pas quelque chose à faire en plus, Mhm. mais l'action sur laquelle tu peux te concentrer le plus. Et parfois, justement, ça veut dire supprimer 80% de ce que tu fais actuellement. Mm, mm. J'arrive pas à savoir si c'est parler de ce que je fais et plus être en Mhm. mode laisser les gens, tu vois, arriver à ça. Ou si c'est contacter des gens volontairement, tu vois. Ou juste les deux, comme je fais déjà, en fait, tu vois. Ok? Là, tout de suite, si tu devais choisir une chose et te dire cet après-midi, je vais me concentrer là-dessus parce que c'est la solution la plus viable pour moi. Toujours La dans plus cette optique de se dire, écologique. il y a ça, je suis dans cette direction sur le long terme, et c'est ce qui me permettra aussi de créer ma vision, peut-être bouger de Toulouse, peut-être pas, me rapprocher des montagnes, peut-être pas, mais de me dire que je suis maîtresse de la suite par les actions que je fais en fait dès cet après-midi. Mm. Ben, je me sens pas très aiguisée en setting et j'ai une formation en setting qui m'attend gentiment sur mon ordinateur. Donc ça pourrait être
un bon plan pour cet après-midi. C'est quoi une formation en setting? Le setting, c'est ce moment où tu contactes quelqu'un sur une plateforme, que ce soit un réseau social ou autre, et où tu vas on va faire de l'acquisition client, enfin, aller parler à des gens. Voilà. Hmm. Je vais te partager la plus grosse prise de conscience, hein, que j'ai eue la dernière année en coaching. L'acquisition client, ça fonctionne dans tous les métiers où il y a de la vente, ça fonctionne pas dans le coaching. Parce qu'on n'acquiert personne en coaching. Mm. C'est même pas une question de client en coaching. C'est un métier de relation. J'ai essayé de faire de l'acquisition client pendant 3 ans et demi. Ça m'a juste mené dans l'impasse à chaque fois. J'avais des contrats, c'était pas forcément ce que je voulais. Il y en a qui fonctionnent très bien avec ça, qui arrivent très bien. Et peut-être que tu fais d'ailleurs partie de ces personnes. Très bonne en marketing, très bonne en acquisition client, qui arrive à bien cibler les clients qu'elle veut pour travailler avec eux. Mais je me rends compte que la majorité des coachs, ce sont des personnes de relation et que c'est un des métiers les plus intimes qui puissent exister et que les réseaux sociaux, c'est pas ce qui fait vivre les coachs. Mm. Parce que tous les coachs que je vois sur les réseaux sociaux, quand on regarde au-delà de, de leur profession, tous ces coachs, ils arrivent à capter d'autres coachs en tant que clients pour les aider à avancer dans le coaching sur les réseaux Mm. sociaux. Mais tous les coachs que je connais aujourd'hui, enfin, la grande majorité, tu connais William, je connais William, lui, il Mm. utilise les réseaux sociaux et il fonctionne pas mal avec. Mais la majorité de son business, il le fait pas là-dessus. Mm. La majorité des coachs aujourd'hui qui sont sur les réseaux sociaux, c'est pour capter des clients coachs, pour les coacher à devenir de meilleurs coachs. Je parle pas de pyramide de Ponzi. Hein, c'est un peu le délire dans le coaching, comme quoi c'est une pyramide de Ponzi. Un médecin, il va chez le médecin, un kiné, il va chez le kiné, un ostéo, il va chez l'ostéo. Voilà, c'est tout. Et ce sont des kinés qui forment les kinés, des médecins qui forment des médecins, des ostéos qui forment des ostéos. Donc la pyramide de Ponzi, on la met de côté. Mais quand je regarde, et j'en parle aussi avec des coachs qui, pour le coup, sont sur les réseaux sociaux, ils disent, mais moi, mes clients, je ne les ai pas sur les réseaux sociaux. Mes clients que je coach directement, ils viennent de mon réseau, un réseau que j'ai construit avec des relations Mm. que j'ai créées avec le temps. C'est pour ça que le métier de coach est super sexy sur le papier, parce qu'on aide le monde à devenir plus conscient, on aide les gens à changer de vie, à changer qui ils sont et à réaliser leurs rêves. C'est super beau sur le papier. La réalité, c'est que moi, la majeure partie des clients que j'ai, je les ai parce que je discute avec eux au café, parce que j'ai rencontré quelqu'un, je me suis intéressé au bouquin qu'il lisait, parce que j'ai parlé avec une personne dans le train, parce que j'ai contacté un ancien pote qui est directeur marketing dans une boîte, et juste pour savoir comment il va, puis ça va pas super bien, puis je me rends compte que on discute un peu, il y a des choses qui changent dans sa vie. Il me prend pas en tant que coach, mais il parle de moi à quelqu'un d'autre, qui lui, pour le coup, devient un client. Le coaching, c'est un métier de relation, c'est pas un métier d'acquisition client, c'est un métier d'intimité. Mm. Je te partage ça pas comme une leçon de te dire tu te trompes, fais les choses différemment. Je te partage simplement la plus grosse prise de conscience que j'ai eue sur le métier de coach les 5 dernières années. Bah, de toute Et façon, que moi, tous mes ça prend clients grave de temps. actuels, je les ai eus via des relations. Donc, tu vois, ma vie me le démontre. Hmm. Mm. Continue ce qui fonctionne. Un jour, ça explosera. Un jour, ça accélérera. Mais c'est toute la problématique quand on est sur une courbe exponentielle, donc vraiment qui est plate et qui explose d'un coup, c'est que sur une courbe exponentielle, quand on est posé dessus, on regarde derrière, tout paraît très plat. Et quand on regarde devant, on a l'impression de voir un mur. Donc on a l'impression en regardant derrière qu'il ne s'est rien passé. Quand on regarde devant, on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à grimper la première marche, la prochaine marche, parce que c'est un mur. Mais en fait, tout ce qui compte, c'est les petites actions que tu mets au quotidien. Et plus tu arriveras à les faire dans un cadre qui est sécuritaire pour toi, plus vite tu avanceras. Mm. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un coach ultra needy, C'est qui a clair. besoin d'acquérir des clients, qui a besoin de signer des clients pour vivre. Mm. Et au fond, je pense que c'est ça qui fait que bah, j'ai pas brûlé le bateau ce coup-ci, quoi. C'est que
Enfin, tu vois, je sais plus quel livre j'avais lu, The Prosperous Coach, je pense, un truc du genre, De et il Rich parle de Living et ça, Steve quoi. Chandler. Ouais. Ouais. C'est toute l'approche que je mets en place depuis 1 an. Et ce Mmh. livre, je l'ai lu il y a 5 ans pour la première fois. Et je me dis, ouais, c'est super bien. Mais moi, je suis meilleur en marketing. Moi, je suis la nouvelle génération. Moi, je suis sur les réseaux sociaux depuis 10 ans. Moi, je. Je me suis fait accompagner par des business coachs. Je me suis fait accompagner par des consultants marketing. J'ai lâché des dizaines de milliers d'euros là-dedans. Ça m'a rien rapporté. C'est mon expérience. Mmh. Mais aujourd'hui, 80% des coachs qu'on voit sur Internet ne sont pas des coachs, ce sont des consultants déguisés. Et j'ai des potes qui proposent du coaching à leurs clients. En marketing, en, en nutrition, en machin. Ce n'est pas du coaching. C'est un accompagnement. C'est très bien ce qu'ils font. Ils aident des personnes, c'est trop bien. Le coaching, c'est un métier à part entière. Le vrai coaching. Et c'est un métier de relation. Et vraiment, j'ai pris toute l'ampleur de la vérité qu'il y a dans The Prosperous Coach l'année dernière. Où je me suis dit à un moment, en fait, arrête d'essayer d'être le plus malin. Apparemment, ce livre, il a été vendu à 100 000 exemplaires. Rich Ledvin, je le suis depuis des années. Steve Chandler aussi. Ils ont formé tous les plus grands coachs du monde. Arrête d'essayer d'être le mec le plus smart de la pièce. Les personnes qu'ils accompagnent cartonnent. En tout cas, arrivent à en vivre. Fais des choses simples. Suis la méthode bêtement. Ça marche. Mmh. Mais il y a un truc justement que Rich Ledvin dit systématiquement, et c'est en résonance avec ce que je t'ai partagé. Le coaching, il faut y être sur le long terme. Si t'as pas une vision long terme du coaching, jamais t'en vivras. Mmh. C'est quoi le point ou les 2 points les plus utiles avec lesquels tu repars de notre conversation? Je pense la nuance entre concentration et attention et Mhm. et puis peut-être un peu plus de certitude dans ce côté, de long terme, tu vois? Genre, je pense que le brouillard, c'était: «Est-ce que je dois faire un truc précis pour vivre du coaching plus vite?» Et en fait, c'est vrai que si je me pose 2 minutes, ben, pourquoi en vivre plus vite, quoi, en fait? Mhm. Vu que de toute Il y façon, a une c'est phrase vers que où je vais. Mmh. c'est ça. T'as la direction. Tu es maître Mmh. de la direction. Tu es maîtresse des actions. T'es pas maîtresse de quand. Par contre, tu es maîtresse d'un process qui est contre-intuitif pour toi, qui a cette tendance frénétique d'agir vite, comme moi. Mais c'est, par exemple, là, je rebondis parce qu'on est dans cette discussion. C'est, je pense, une des phrases que Rich Ledvin partage le plus. Slow down to speed up. Mmh. On est dans un monde frénétique. On est dans un monde où il faut aller systématiquement plus vite. En ce moment, je vois des aberrations sur Instagram qui me rendent complètement dingue. Moi, j'ai une petite fille de 5 ans, j'ai un gamin de 7 mois. Donc, je suis targeté par plein de trucs, plein de vidéos de Reels de gamins, où c'est des techniques pour comment faire aller à 4 pattes votre enfant plus vite. Comment le faire s'asseoir plus vite. Comment le faire marcher plus vite. Ça me fait péter un câble. Je veux dire, mais pourquoi est-ce qu'on veut systématiquement que les choses aillent plus vite? Je pense qu'aujourd'hui, la principale problématique que le monde rencontre, qui est la baisse de la santé mentale générale, c'est qu'on veut aller plus vite que le rythme de la vie. La vie, elle a son rythme. Et le meilleur moyen d'accélérer vers ses objectifs, c'est de ralentir. En ralentissant, tu crées de l'espace, tu vois les actions les plus importantes que tu dois mener et que tu veux mener. Alors que quand tu es dans l'accélération constante, il n'y a pas de place pour ça. Mmh. Normalement, tu vois, je finis ce genre de session par une question liée à l'action. Quelle est la plus petite chose que tu puisses faire Mmh. par rapport aux 2
principal point là que tu m'as dit avoir retenu. Mais mon intuition me dit que là, c'est plutôt quelles inactions Ouais, ouais, quelles inactions tu dois mettre en place? Qu'est-ce que ouais, tu peux carrément. retirer justement? Quelle est la chose la plus simple que tu puisses retirer aujourd'hui pour gagner en clarté, en tranquillité? L'impatience. Mmh mh. Et du coup, ouais, cette idée de se dire, «Faut que je fasse des trucs pour y aller plus vite». Mmh mh. De toute façon, cet après-midi, j'avais prévu de rien foutre, donc ça tombe bien. Je peux juste me cantonner à ce programme. Mais ne fous rien à fond. Ouais, Cool. Merci d'avoir joué le jeu, Nadège. merci à toi, c'était trop cool.